Bonsoir, merci Andrea pour le petit pouce en l'air, pardon pour ces 2 minutes de retard. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Bonsoir Zélie d'Allemagne, bonsoir Andrea, rebonsoir, vous êtes ce soir derrière les caméras et répondez en direct comme tous les lundis, aux questions et aux commentaires de nos spectateurs. Ce soir, dans le cadre de notre série annuelle sur les métiers du théâtre, une émission spéciale consacrée au métier de la lumière, avec nous 3 professionnels de la profession qui cheminent avec les équipes du Français, ou parmi les équipes du Français. Lila Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes... alors, vous dites que vous êtes éclairagiste, mais vous êtes en fait créatrice lumière. Vous allez nous expliquer la différence entre les deux. On y reviendra parce qu'il y a des tas de mots en fait. Il y a tout un vocabulaire autour des métiers de la lumière. Voilà, vous avez au cours de votre formation puis de votre carrière travaillé dans de nombreux lieux, de théâtre de l'Odéon notamment, le festival Théâtre en Liberté. Vous avez intégré à un moment donné, en 2016, la troupe du Théâtre du Soleil, en tant que régisseuse, en tant que créatrice lumière. Ici, à la Comédie Française, vous avez travaillé sur la vie de Galilée, en qualité d'assistante de Bertrand Couder, qui est à vos côtés. Voilà, bienvenue. Merci. Bertrand Couder, vous êtes créateur lumière, bien connu ici, puisque vous avez travaillé sur un nombre certain de spectacles, Angels in America, Tony Kushner, mise en scène Arnaud Desplechin, Roméo et Juliette, Bajazet, La vie de Galilée, donc mise en scène Éric Ruff, Poussière de et par l'Arche Norraine. Vous avez mis en lumière tous les premiers théâtres à la table. Hein, vous avez fait partie de... 14. Voilà. Vous avez fait 14, puisque cette histoire ne devait s'arrêter qu'à 2, 3, et puis bon, il y a eu un confinement. Enfin voilà, on se souvient un peu de toutes ces histoires-là. Donc ça aussi, nous y reviendrons. En dehors de cette maison, vous avez aussi mis en lumière un nombre certain de spectacles, d'opéras, à Paris, à Salzbourg, à New York, à Milan. Vous avez travaillé avec Patrice Chéreau, vous avez travaillé avec Luc Bondy, vous avez travaillé avec Bartabas. Vous êtes un fidèle collaborateur de Jacques Rebotier. Bienvenue chez vous, en quelque sorte. Et puis bonsoir Gilles Dieutegarde. Bonsoir. Alors là, on est vraiment chez vous. Hein, vous êtes chef du service électrique de la Comédie Française. Vous êtes rentré en tant qu'intermittent du spectacle en 97. Exactement. Ouais. Ça fait un certain temps. C'est une maison. 26 ans. J'ai un chat dans la gorge que vous connaissez bien, que vous connaissez mieux que nous tous ici réunis. Vous avez également une expérience d'ingénieur du son, de régisseur lumière. Oui, la base, oui. J'ai un BTS d'éclairagiste sonorisateur. Moi aussi. Toi aussi, on a le même. Au même endroit, je pense. Alors, peut-être au même endroit. Je vais vous poser cette question, justement. Donc, pardon, en préambule de notre discussion, je vais vous demander peut-être à vous 3 de nous expliquer la différence entre vos métiers, peut-être votre métier et celui de Gilles. Qu'est-ce qu'un chef électricien? Qu'est-ce qu'un chef du service électrique? Qu'est-ce qu'un créateur lumière? Qu'est-ce qu'un éclairagiste? J'ai entendu parler également de pupitriste ou pupitrier. Pupitreur en général. Pupitreur. Pupitrice aussi. Pupitrice. J'ai entendu, mais... Alors, je l'ai entendu de la bouche d'Éric Ruff, donc voilà, pupitrice. Mais c'est très bien que ça se féminise aussi dans les mots. Qu'est-ce que... Je sais pas, peut-être Lila, commencer. Qu'est-ce que c'est qu'un créateur, une créatrice lumière? Qu'est-ce que c'est qu'un éclairagiste, une pupitrice? Alors, éclairagiste et créateur lumière, pour moi, n'ont pas une énorme différence dans la définition. Mais peut-être que Bertrand aura des choses à ajouter là-dessus. Et... Éclairagiste. Oui. Ouais, je suis un éclairagiste. Ouais. Ça me suffit. Ouais, je pense que je fais une toute petite parenthèse historique. Le terme était éclairagiste dans les années 80. Et puis c'est vrai que certains ont eu envie d'avoir un titre de créateur. Voilà. Ce éclairagiste, ça me va très bien, franchement. Au-delà peut-être de l'envie de certains ou de certaines, il y a on y reviendra, mais il y a
Sans doute y a-t-il une part créative Oui, importante oui, dans mais votre métier. C'est pareil, enfin, je vois pas la différence. Je pense que c'est C'est une question sémantique, effectivement, de se dire est-ce qu'on a besoin de marquer qu'il y a une forme de création et qu'elle concerne la lumière, mais après je rejoindrai Bertrand en disant qu'on ne crée pas la lumière en tant que telle, elle existe, on décide de la sculpter, de la mettre, de ne pas la mettre, de la colorer ou pas, et c'est en ça aussi, enfin c'est surtout en ça que réside donc le fait d'éclairer un spectacle, d'où le terme éclairagiste, qui est en fait de faire le choix de la manière dont va être éclairé le spectacle et comment la lumière va pouvoir évoluer au fil du spectacle. Bertrand Couder, ça vous convient? Ouais, ça me va très bien. Ouais, ça me va très bien. Je trouve qu'il y a un petit côté désuet dans éclairagiste, ça fait pas très sexy, on va dire. C'est sûr que créateur, c'est plus ronflant, mais moi, ça me va très bien. Puis ça correspond à, je pense, à ma génération. Voilà, éclairagiste, c'est très bien, comme certains célèbres qui nous ont précédés en radio, par exemple. Voilà, ça me va très bien. Alors, moi, je fais la lumière. Hein. Voilà. C'est ça que je dis en général. Vous faites de la lumière. Ouais, je fais la lumière. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, absolument. Je vous fais dites la lumière de spectacle. Je fais la lumière de spectacle. Moi aussi, j'ai tendance à dire ça. Et alors là, généralement, on vous dit c'est-à-dire quand même. Ou alors, on n'est pas très curieux. C'est assez équivoque. Je fais de la lumière pour du théâtre, pour des spectacles, effectivement, comme tu dis. Ça. Alors Gilles, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? La même chose que vous. En fait, moi, je fais un peu le lien. Donc, vous dirigez le service électrique de la Comédie Après, Française. par rapport à un éclairagiste, je fais le lien. L'éclairagiste vient faire les lumières d'un spectacle. Moi, je crée le lien entre la technique ici, de la Comédie Française, et l'éclairagiste. L'éclairagiste, on travaille ensemble. Il a des propositions. Moi, j'ai des solutions à lui proposer de technique, plus technique. Et après, il y a un autre aspect ici avec l'alternance. Je restitue les éclairages de l'éclairagiste, en fait. Puisque avec l'alternance, tous les jours, on change de spectacle. On enlève les lumières, on en fait une autre pour un autre spectacle, tous les jours. Et je suis là pour restituer ce que l'éclairagiste a voulu, en fait. Donc, il y a une part en moi d'éclairagiste et une part technique. Voilà. Juste une toute petite parenthèse un peu pour vraiment expliquer un peu les métiers. Nous, Lila comme moi, nous travaillons dans différents théâtres ou opéras qui nous accueillent et à chaque fois nous avons un référent qui est là ici dans la maison, c'est Gilles, qui est notre chef électro. Donc nous, la différence entre Gilles et nous deux, c'est que nous on crée l'idée. On a l'idée on veut telle image, on imagine, on va faire un effet, ça s'appelle un effet lumière, c'est-à-dire on va essayer de restituer une sensation qu'on a eue en répétition et de la traduire par les projecteurs, c'est-à-dire voilà, on va mettre une direction, on va mettre un rattrapage, on va mettre des choses un peu comme ça techniques. Gilles, c'est notre interface avec toute l'équipe ici, tous les électriciens qui travaillent sous sa direction, et Gilles, il nous aide à mettre en œuvre nos idées. Donc c'est vrai que la discussion, elle est hyper essentielle avec le chef électricien. C'est un maillon très important sur lequel nous, il faut qu'on s'appuie, surtout dans une maison comme ici, qui a une grande complexité. Un dialogue entre et ensuite, surtout, il faut que nos idées soient suffisamment claires et précises pour que Gilles, une fois que le spectacle tourne et vit sa vie de l'alternance, pour que Gilles puisse restituer ce qu'on a fait dans l'esprit des réglages pour que la restitution du spectacle, pour que moi, lorsque je pars après la première, parce que moi, mon travail s'arrête après la première, que Gilles puisse restituer le spectacle dans son intégrité et dans les idées qu'on avait établies, nous, avec le décorateur, avec le metteur en scène, avec les costumes dans l'équipe artistique. Donc ça, vraiment, nous, on se repose sur Gilles de façon très importante. Ça veut dire que dans le système des reprises, par exemple, puisque vous avez travaillé tous les deux sur La vie de Galilée, qui a été une pièce qui a été reprise récemment, vous êtes le garant, vous et votre équipe, hein, Gilles, vous avez trois adjoints, de l'intention de l'éclairagiste, du créateur lumière, de la créatrice lumière. Concrètement, ça veut dire qu'il y a quoi? Une Bible qui vous est communiquée, ou un script? Comment ça se présente, ces choses-là? Tout est noté, tous les réglages. Comme une partition? Presque.
Tout est noté en fait, tous les réglages sont notés, tout est relevé, photographié. Et du coup, on a moi j'ai une Bible, effectivement, et à chaque réglage, je regarde ma Bible et je reproduis les réglages. Vous ne réintervenez jamais lors d'une reprise Ça peut arriver. Ça peut arriver à la demande du metteur en scène. Quand on a fait Angels, je suis revenu à la première reprise. Angels in America, donc mise en scène par Arnaud Desplechin. Je suis revenu une semaine, je crois. Ils ont fait des changements ici de matériel. On est dans une phase de transition dans notre métier de la lumière, avec l'avènement de la LED et les projecteurs basse consommation. Donc ils ont fait des changements, on demandait que je revienne sur, je ne sais plus très bien sur quoi je suis revenu. Misanthrope. Misanthrope, je suis revenu à un spectacle qu'on a créé en 2014. On connaissait bien celui-là. Oui, on l'avait déjà repris plein de fois, mais là, techniquement, il y avait un changement vraiment de lumière, en fait. De matériel. Qui a demandé. Donc, je suis revenu de 3 jours, principalement pour ajuster des histoires de couleurs, et puis c'est pas les mêmes les mêmes intensités, donc on est un petit peu obligé de réajuster. Puis en plus, moi, le spectacle, ça faisait, je sais pas, 6 ou 7 ans que j'étais pas revenu dessus. Du coup, j'ai renettoyé certaines choses qui, au fil des reprises, se perdaient un petit peu. Mais sinon, oui, Gilles fait un relevé des réglages, un relevé des effets, et puis il s'appuie sur son équipe. Après, j'ai toute l'équipe qui est derrière. J'ai des régisseurs lumière qui sont là, qui sont aussi garants aussi des effets. Voilà, j'ai une équipe technique votre aussi. Votre équipe, elle est constituée de combien de personnes, Gilles, et que font-ils précisément? Parce que ce sont des métiers différents. C'est différent, oui et non, en fait. Non. Des fonctions différentes. Des fonctions différentes. Parce qu'on est censé... on est dans le même métier de lumière, donc on est électricien. Il y a des électriciens, j'en ai 17 électriciens. J'ai 3 régisseurs qui, eux, restituent les effets tous les soirs à chaque spectacle et qui font aussi un travail d'encodage, d'enregistrement avec l'éclairagiste pendant les répétitions. Là, ils ont un travail aussi qui est très lié en fait avec l'éclairagiste, parce que sur toutes les répétitions, ils sont ensemble. L'éclairagiste demande à construire ces effets. Donc il y a une technicité à connaître avec ce qu'on appelle un jeu d'orgue. Un pupitre maintenant. D'où la pupitrice. Voilà. Donc il y a un lien entre les deux aussi qui est fort, parce que les pupitreurs vont aussi comprendre aussi les intentions de l'éclairagiste à ce moment-là. Et pour restituer, pour faire des corrections ou des choses. Il y a un travail aussi avec l'éclairagiste. Et donc voilà, j'ai 17 électriciens qui sont là, eux, pour les montages, les réglages. Ils participent aussi au spectacle avec des poursuites. Les poursuites sont des projecteurs qu'on manipule à la main et qui pour suivre les comédiens. Et là, il y a aussi un travail très précis à avoir. Et une interprétation aussi de ce que veut l'éclairagiste. Il y a une finesse à connaître, à faire. Voilà, et ça, c'est très important dans un spectacle. Un électricien, il a une grande importance aussi dans les restitutions. Parce que derrière la poursuite, il est tout seul. C'est lui qui monte les effets, qui met l'intensité. Il faut que ça soit précis par rapport à la demande de l'éclairagiste. Donc toute l'équipe en fait, fonctionne ensemble pour restituer un spectacle comme à la création. En fait. Alors, Bertrand Couder et Lilia Ménard, la lumière peut changer sensiblement ou drastiquement l'ambiance sur le plateau, le sens de ce qui s'y déroule, l'expérience du public. Donc, c'est une grande responsabilité que la vôtre. Mais ça, vous le savez. Par quoi commence votre travail? Non, mais si vous faites danser les étoiles, ça ne sera pas exactement la même histoire que si il ne reste que une loupiote. Comment commence votre travail concrètement lorsque vous arrivez sur un projet, lorsque Eric Ruff, par exemple, on va prendre la vie de Galilée, puisque vous avez travaillé ensemble sur ce projet-là, monte ce projet sur le texte de Brecht. Quels sont vos principaux interlocuteurs, avant peut-être Gilles,
Est-ce que c'est le metteur en scène? Est-ce que c'est le scénographe? Comment est-ce que finalement votre premier interlocuteur c'est le texte, l'auteur? Comment ça se passe en règle générale et peut-être en particulier, prenons l'exemple de la vie de Galilée. Si je peux. Vas-y, je t'en prie. Tout d'abord, c'est Brecht, c'est la pièce. D'abord, c'est la pièce, ça c'est certain. Ensuite, dans le cas de la vie de Galilée, il se trouve que le scénographe et le metteur en scène sont la même personne, donc c'est relativement pratique de discuter avec les deux en même temps. Mais vous parlez, je dirais, d'un point de vue symbolique, vous parlez d'abord au scénographe ou vous parlez d'abord au metteur en scène? Non, je parle au metteur en scène d'abord. Non, je parle au metteur en scène parce que lui, il va tracer la voie qu'on va essayer de suivre, il va poser des jalons, voilà, on va là, c'est ça qu'on cherche. Après, il se trouve que l'interaction avec le scénographe et le metteur en scène et moi est très importante parce que ça doit se cristalliser et ça doit se cristalliser également avec les costumes. Donc là, en fait, assez vite, on se retrouve dans des réunions où il y a Eric Ruff et Christian Lacroix et moi. Qui fait les costumes, voilà. Voilà, mais c'est une réunion informelle. On va parler un peu en vrac, on va lancer des idées. En plus, ça fait plusieurs spectacles où on collabore, donc on a une complicité, on se comprend, puis on a fait des spectacles ensemble qui nous permettent d'avoir des références communes. Ah, souviens-toi, quand on a fait Péléas, on faisait ça, souviens-toi sur Roméo, souvent des choses que moi je partage aussi avec le chef électricien, avec Gilles bien sûr, parce qu'on a des images communes, donc il y a une première phase où voilà, c'est un peu à bâton rompu, on envoie des idées, on voit, tiens, peut-être là, je sais pas. Et puis après, il y a un travail un peu plus personnel qui se fait, enfin, pour nous à la lumière, qui est un peu de réfléchir à l'espace, c'est-à-dire, la lumière, je vais composer. Ensuite, en spectacle, elle a trois vecteurs, on va dire. Elle va avoir un vecteur qui est un vecteur architectural, c'est-à-dire comment la lumière éclaire l'espace. Donc la scénographie d'Éric. Donc là, dans le cas de Galilée, c'était un peu délicat parce que c'était des grandes toiles peintes, des aplats de couleurs très très prononcées. Ensuite, il y a est-ce qu'il y a une chronologie dans la pièce? Est-ce qu'on est dans la tragédie classique en une journée, Racine? Ou est-ce qu'on est... est-ce qu'il y a des heures précises? Est-ce qu'on est la nuit? Est-ce qu'on est le jour? Changement de couleur, changement de luminosité. Donc ça, c'est le deuxième vecteur. Et puis après, il y a un troisième vecteur qui est, moi, celui sur lequel je veux appuyer, peut-être parce que, avec l'expérience, je maîtrise un peu mieux les deux premiers, qui est ce que moi, je ressens. C'est plus une lumière sensible. C'est ça que je veux accentuer, en fait. C'est là-dessus que j'ai envie d'appuyer. Les deux premières... façon de faire de la lumière sont importantes. Il faut enfin, à mon goût, il faut les maîtriser, mais c'est pas ça qui m'intéresse désormais. Voilà, donc il y a une espèce de chose comme ça qui se construit dans la tête. Par exemple, pour Galilée, il n'était pas question de... C'est une notion... C'est la grande ligne, en fait, ce que je vous explique pour Galilée. Il était essentiel pour moi. La lumière est construit un arc sur l'histoire, si je peux dire. Voilà. Il faut qu'il y ait une continuité. Et pour moi, la finalité de Galilée, c'était qu'à la fin de la pièce, on éclaire à la bougie. Ça, c'était essentiel, parce que c'était le seul moment dans cette pièce, à mon avis, où il fallait qu'on sente qu'on est en 1610 ou 1630 ou 1640. Et ça, c'était absolument essentiel pour moi, qu'il y ait un moment... Le seul moment... Avant, on pouvait se permettre de naviguer, oui, parce que et de s'approprier ce texte. Parce que les toiles d'Éric, c'était Raphaël, le Caravage, Fra Angelico, donc c'était Quattrocento ou jusqu'au XVIIe. Donc sur la peinture, c'était pas très défini, mais moi, il y avait vraiment... Et puis surtout en lumière, dater la lumière, c'est très difficile. Vous êtes obligé d'accessoiriser. Mais là, la bougie, elle était absolument essentielle. En plus, la façon dont tu avais mis... enfin, ça collait absolument avec la fin que voulait Éric dans un espèce de dénuement et la bougie. Et moi, c'était essentiel. Ça a vraiment construit toute la lumière sur le spectacle. Alors que c'est juste... je sais pas, il y avait 7 bougies dans la Richelieu. Et ce qui était... En fait... ça, c'était vraiment essentiel. Et l'idée, directrice, je l'ai tenue jusqu'au bout. Et on l'a tenue tellement
Et c'était absolument frappant que personne, comment dire, il n'y a eu aucune plainte. Les gens ne se plaignaient pas de ne pas entendre ou de ne pas voir, alors qu'on a éclairé vraiment, enfin à la fin c'était vraiment très modeste en termes d'intensité. Et les gens ne se plaignaient pas parce qu'en fait il y avait une chose qui se passait, c'est que tout le monde s'avançait sur sa chaise un petit peu, un peu comme on ferait naturellement. Donc ça c'était, excusez-moi c'est un petit peu long. Hein, non, c'est passionnant. Donc ça c'était une très grande idée pour moi. Et il y avait une deuxième idée qui est apparue en répétition et tu t'en souviens, qui était c'est sur le début de la pièce, c'est Galilée observe avec Sagrado, c'est ça, son ami, son adjoint, son assistant, qui était Jérôme Pouli, et puis Galilée, c'était évidemment Hervé Pierre. Et donc, il y a un moment, il posait une lunette comme ça, puis il regardait, pleine face, et donc il fixait l'endroit plus ou moins où il y a les poursuites. Donc, il était là, comme ça. Et du coup, cette scène, elle était l'observation du ciel, et qui était un moment assez fondateur de la pièce. Et là, l'idée, c'est encore une autre idée, mais celle-là, elle a apparu en répétition, en fait. J'ai mis un seul projecteur de face, un projecteur assez puissant, un HMI, ça s'appelle, qui reproduit la lumière du jour, qu'on a filtré pour qu'il fasse une lumière un peu plus lunaire. Il y avait juste ce projecteur qui tombait, mais qui était pile dans la direction qu'ils regardaient. Et en fait, donc ils observent la Lune pendant quelques minutes, et puis tout à coup, Galilée se reculait, ça je l'ai vu en répétition. Vous voyez, l'image, elle apparaît en salle de répétition, vous n'avez pas de projecteur, vous êtes dans une salle tout à fait... une espèce une salle enterrée en bas, là, dans les dessous, donc c'est pas vraiment une grande salle avec des possibilités. Et là, je l'ai vu. Vous voyez, j'ai visualisé cette image, et lorsqu'on l'a réalisée, la deuxième étape, c'était, donc ils observent la Lune, donc ils ont cette lumière pleine face, une chose qu'on fait très rarement, enfin vraiment un seul projecteur qui arrive comme ça, c'était vraiment un petit peu simple comme image en termes de lumière, mais ce qui était intéressant, et c'est de ça que je cherchais, c'était qu'il se reculait, Galilée, et là, il levait la tête, et l'idée qu'on a eue en répétition, et puis après qu'on a mis en œuvre, c'était qu'il fallait que tout le monde lève la tête. Et que tout le monde regarde le plafond peint de Richelieu, et ce qui était une sorte de miroir avec l'étoile peinte de Maître sur scène. Et les gens, en fait, ont participé. Il y avait un mouvement physique, et ça c'était vraiment très intéressant. Il y avait un mouvement physique où tout le monde regardait, le public et les deux comédiens regardaient le plafond, et là, et les gens levaient la tête. Et ça marchait. Ça, c'était... enfin, moi, c'est un grand souvenir dans Galilée, cette chose-là. Ouais, alors, c'était très compliqué à caler, parce qu'il faut... Là, vous voyez, là, c'est pour ça qu'il faut la complicité avec la personne au pupitre. Alors, moi, je l'ai fait avec Julie, qui est une des opératrices. Je me rappelle, le jour où on l'a fait, elle était juste à côté de moi, j'ai fait... Là, vas-y. Et là, elle a appuyé sur le bouton qui a lancé donc, cet effet, qui a allumé le plafond. Et je me souviens, il y avait Éric Ruff et Christian Lacroix. Ils étaient les deux devant moi, et j'ai vu qu'ils levaient la tête. Je me suis dit, c'est bon, ça marche. Si eux deux, devant, lèvent la tête... c'est magique. Et là, vous avez... Et après, et après, vous voyez ce qui est comment dire, ce qui était intéressant, c'était cette notion du partage. C'est-à-dire que eux sur scène, comme nous dans la salle, on était en train de regarder, d'observer la même chose, ce plafond peint, et on était tous en train de se dire que c'était des étoiles. Et ça, c'est vraiment la puissance de ce que nous on fait comme métier. Mais il faut que cette puissance, elle soit servie par des gens comme Gilles et son équipe, pour que ça puisse être reproduit tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vont la jouer, je sais pas, il y a eu 3 ou 4 reprises de Galilée. Il faut que cette sensibilité que nous on a essayé de faire, il faut qu'elle soit reproduite par... Il faut une parfaite compréhension quand même. Oui. Parce qu'il faut une pédagogie. Fait en répétition. Parce que là, il faut une certaine pédagogie. Ça veut dire que vos équipes, à vous, sont présentes au moment des répétitions. Ouais. Ça veut dire que il y a une compréhension induite de chacun, parce que tout le monde est là au moment où ça se produit, et tout le monde fait l'expérience physique de lever la tête.
aussi, puis on fait du spectacle vivant, donc il y a toujours une affaire de sensibilité qui se joue. Il y a peut-être un jour où il y a un comédien qui va prendre une respiration de plus. Et c'est aussi la connaissance et la compréhension de ce qui est censé être produit, ce qui est censé être généré, qui permet de recréer ces petits miracles aussi tous les soirs, de faire fonctionner l'effet voulu. Alors, il y en a qui sont plus bêtes et méchants que d'autres et qui fonctionneront quasi à tous les coups, mais effectivement, les spectacles sont truffés d'instants qui, en fait, tiennent qu'à un fil, y compris à l'instant où on peut lancer un top lumière. Et quand on vous dit la scène finale, 7 bougies, chef électricien, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que, alors, votre rôle, à vous, Gilles, c'est peut-être aussi parfois de dire ça ne va pas être possible. La ça bougie... vous arrive. La bougie, non. La bougie, c'est possible. Après, oui, avis, des choses qui peuvent pas... Techniquement, on a une discussion, de toute façon, avec l'éclairagiste. En amont, l'éclairagiste, on leur demande toujours un plan lumière. Il y en a qu'un plan, on regarde techniquement ce qui est faisable, parce que comme on pratique l'alternance, des projecteurs, il y en a un peu partout, mais il y a des places qui sont prises. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des demandes qu'on ne peut pas gérer parce qu'on a un problème aussi de temps. Une fin de répétition à 17h avec un lever à 20h30, fin de réglage 20h pour que le public rentre. Il faut bien voir qu'il faut démonter un spectacle, remonter, régler. Y compris les lumières. Y compris les lumières. Donc tout ça, il faut le visionner et se dire à l'éclairagiste, bah oui, mais ça, je ne pourrais pas le faire. On ne pourra pas le faire. Ou alors, si on ne le fait pas comme ça, on va le faire autrement. On va toujours essayer. J'aime pas dire non. J'aime pas dire non parce que... Mais j'essaye de trouver une solution. Quand je dis non, c'est vraiment que je vois très bien que ce ne sera pas possible du tout. L'idée, c'est de trouver la solution avec l'éclairagiste pour l'amener à faire ce qu'il a envie de créer sans le frustrer. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant pour un éclairagiste de venir ici parce que des fois, avec l'alternance, c'est compliqué. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Bon, bah tant mieux. Mais voilà, par rapport à un théâtre où on arrive, où on peut monter les projecteurs là où on veut, parce qu'il n'y a pas de gêne. Mais ici, c'est plus compliqué. Mais on y arrive. On y arrive et à chaque fois, on trouve une solution. Et en finalité, on a un beau résultat. Moi, je trouve que c'est un exercice pour nous, éclairagistes, sur une certaine retenue aussi. On ne peut pas... Ouais. C'est pas open bar, comme on dit, tu vois. On ne peut pas en mettre partout. Ici, vous voulez dire la particularité de l'alternance je pense. Et du je plateau pense technique. Je pense que le plan fixe que vous avez est un plan de bonne qualité. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place libre. Après, moi, c'est vrai que pendant quelques années, j'ai eu un projecteur qui était toujours au même endroit, le fameux 13-14. Celui-là, j'aimais bien. Alors, c'est quoi cette histoire de 13-14 le 13-14, c'est un projecteur que j'ai mis sur le misanthrope. Il a servi dans plusieurs pièces. Ah oui, je m'en servais à chaque fois. En fait sur les... Il y a 6 hertz dans le spectacle. Les hertz, c'est des grandes perches, des barres sur lesquelles on accroche nos projecteurs. Et là, les places sont chères parce que mes collègues et moi-même, on a envie d'être au bon endroit. Entre les différents spectacles qui sont en alternance. Voilà. Donc, il faut trouver sa place, en fait. Et en fait, si vous avez un spectacle style Le Misanthrope, où vous avez le fameux 13-14, et que vous refaites un spectacle l'année d'après, alors qu'il y a une reprise du Misanthrope, vous aurez peut-être le 13-14 à la bonne place. Donc moi, il y a un projecteur que j'ai utilisé, je sais pas, sur Poussière, dans Galilée, dans le Misanthrope. Comme un rendez-vous. Ouais. Notre rendez-vous avec le 13-14. Un petit projecteur connu comme ça. En fait, chaque projecteur, dans l'implantation de tout théâtre, chaque projecteur a un numéro. Ici, ils ont une numérotation un peu spécifique, spéciale, et une numérotation qui nous donne. On ne choisit pas. Par exemple, si je vais à l'Odéon, je vais dire tel projecteur va s'appeler tel numéro. Ici, on dit il s'appelle tel numéro, ton nouveau projecteur. Donc on se retrouve avec des numéros. Il faut quand même, il faut avoir une petite capacité d'adaptation ici, Gilles. Oui, je pense. Moi, je trouve ça tourne bien la maison, on est bien entouré. Lila, votre expérience, puisque vous avez eu
voilà, une longue expérience au Théâtre du Soleil, autre salle, autre ambiance. Tout à fait. On parlait de l'Odéon, en festival, donc ici il y a une particularité, les difficultés. Ouais. C'est un théâtre particulier. C'est vrai que c'est pérenne, avec... C'est vrai qu'ici, c'est un théâtre qui a un fonctionnement assez unique. C'est un théâtre de troupe, ce qui est un point commun qu'il a avec le Théâtre du Soleil. Théâtre du Soleil. Probablement l'un des seuls. Notamment techniquement, c'est vrai qu'on a au Théâtre du Soleil, il n'y a pas du tout un fonctionnement comme ça. Déjà, il n'y a pas d'alternance puisque les spectacles ont tendance à jouer pendant une saison entière. Mais après, même plus globalement, le Théâtre du Soleil est vraiment très précis. Donc, il y a d'autres théâtres, la majorité des théâtres ne font pas d'alternance comme c'est le cas à la Comédie Française et ont aussi leur lot de contraintes. Donc, je ne saurais pas dire s'il y a une formule parfaite. C'est vrai qu'ici, il y a un cahier des charges qui est très précis. Mais du coup, des fois, ça peut y avoir un certain confort aussi à respecter des règles assez précises. Et on sait d'ores et déjà ce qu'on peut faire et ne pas faire. Alors qu'il y a d'autres endroits dans lesquels il y a soit presque trop de possibilités, soit des contraintes face auxquelles on n'est pas épaulé, contrairement à ici où l'outil est pensé pour que la création se passe dans les meilleures possibilités, malgré la contrainte de l'alternance. Alors, vous avez tous et toutes travaillé avec, j'en ai cité quelques-uns, de grands metteurs en scène, je n'ai pas cité de femmes, sans doute de grandes metteuses en scène. On parlait de Chéreau, Bondy, Desplechin ici, qui est un homme de cinéma, Norène. Comment est-ce que votre univers, votre sensibilité, aux uns et aux autres, converge à un moment donné avec l'univers du metteur en scène? C'est-à-dire qu'à quel moment votre idée, quand vous êtes en train de lire Brecht et de vous dire « alors là, je le verrais bien comme ça », votre idée rencontre celle de celui ou de celle qui va mettre en scène. Comment est-ce que ça se danse, ou parfois ça ne se danse pas, j'imagine, parce qu'il y a une part créative. Ouais, en effet, ça fait partie un peu du cœur aussi du travail. Alors il y a, comme disait Bertrand, des fois le fait de travailler avec des gens qu'on connaît bien, avec qui il y a une facilité déjà à comprendre ce qui va leur plaire ou comment les faire accepter nos idées plus particulières. Et après, je dirais que tous les spectacles sont très différents. Et effectivement, il y a des fois où il y a des rencontres évidentes de point de vue et où tout entre en adéquation et que chaque idée permet de répondre à une autre. Et dans ce cas-là, ça crée des discussions extrêmement prolifiques qui permettent d'aller très loin et des fois assez rapidement, d'être assez sûr de ce qu'on peut. Alors là, je me demande bien désirer. Pourquoi vous faites rire vos camarades. Tous les deux. Non, aller très loin, c'est ça. C'était aller très loin. Non, c'est que moi je parle pas aux metteurs en scène. Moi, j'aime bien parler aux metteurs en scène. C'est vrai que je parle peu aux metteurs en scène. Ceci étant, je vous ai vu faire en répétition de La Messe là-bas. Voilà, qui était un signe Ulysse de Didier Sandre, Claudel. Et c'est vrai que vous ne parliez pas. Je vous ai vu plusieurs fois pendant ces répétitions, vous ne parliez pas. Mais je parle pas, mais même enfin bon là sur le spectacle de Didier, c'était assez particulier, mais c'est vrai qu'on... Non, je parle pas. En fait, ce que je fais après j'ai parlé bien sûr avec les metteurs en scène, mais ouais, en fait, j'espère que ce que je fais est suffisamment sensible, même pour eux, qui vont sentir si c'est juste ou pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai pas... la verbalisation, c'est une chose qui ne m'intéresse pas, en fait. Mais lorsque vous suggérez cette lumière... Ça m'intéresse en amont. Vous voyez, quand je vais faire la préparation, je veux bien, mais après, quand je réalise, non, ça ne m'intéresse pas, parce que ça, en fait, la réflexion est un obstacle à la création. C'est-à-dire que je vais dire un truc qui va sembler une prétention absolument terrible, mais je fais de la lumière comme le zen. C'est-à-dire je ne veux pas réfléchir.
Vous avez une expérience japonaise. J'ai une expérience. Voilà. Oui, j'ai un peu étudié ça. Voilà. Et en fait, ça veut dire que ça ne vient pas par hasard. Non, voilà, je vais vous expliquer très très rapidement. Au XIIe siècle, au Japon, il y avait des courants du bouddhisme qui s'opposaient. Et en fait, le zen l'a emporté parce qu'il s'est trouvé que, enfin, il l'a emporté. Il a été un courant majeur parce qu'il s'est trouvé que les samouraïs l'ont adopté parce qu'ils ont compris que par le zen, on pouvait parer un coup sans réfléchir. Voilà. Moi, j'ai étudié ça dans la lumière. Alors, je vais arriver, vous allez voir, je vais arriver jusqu'à ça. C'est-à-dire que c'est pareil, je vais ressentir, je vais avoir un comédien sur scène qui fait quelque chose, par exemple Hervé Pierre dans Galilée ou Loïc Corbéry dans Misanthrope. Ils vont faire une action et cette action va déclencher un sentiment chez moi. Et ce sentiment, je vais essayer de le retraduire. Mais je vais essayer de le retraduire surtout sans réfléchir. C'est-à-dire en me disant, ah là, il se passe quelque chose. Je vais vous raconter juste une toute petite anecdote avec Loïc Corbéry, quand on a fait le Misanthrope. Il se trouvait qu'on était en salle de répétition, donc encore dans ces salles un peu austères en bas, là. Et puis on faisait la première scène Philinte Alceste, et sur le canapé où étaient assis ces deux hommes, il y a une des deux lampes qui a claqué. Et c'était la lampe qui éclairait Alceste. Et moi j'ai fait, ah mais c'est super en fait. J'étais là comme ça, et l'idée, vous voyez, on cherche un moteur, vous comprenez, ou une ligne directrice. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ça, Alceste, il fuit les hommes, il fuit la lumière. Et après, j'ai passé tout mon temps, mais c'est vrai, hein, c'est véridique. Du coup, après, j'en ai parlé à Clément, le metteur en scène, Clément Viollet, oui. Et je lui ai dit, ah, mais toi, je trouve que ça pourrait être un peu dans l'ombre. Et il s'est trouvé que j'ai passé mon temps, après, alors je le dis sous une forme de blague, mais j'ai passé mon temps à mettre Loïc dans l'ombre. C'est-à-dire que j'ai construit la scène en proposant des espaces à Clément, au metteur en scène, qui étaient souvent des espaces coupés un peu en deux, avec des parties, par exemple au deuxième acte, où la table est très éclairée, puis la partie où se trouve Alceste est un peu plus dans la pénombre, et j'ai fait ça pendant tout le spectacle. Et du coup, ça a fait En plus, Loïc adore jouer dans les parties très jardin et cours, c'est-à-dire à gauche et à droite, aux extrêmes du plateau. Il adore se mettre dans ces coins qui sont très très difficiles à éclairer pour nous. Et du coup, c'était parfait, c'est-à-dire qu'il se retrouvait. Voilà. Et là, vous voyez, c'est encore une chose que j'ai sentie. Après, j'ai essayé de la retraduire, mais j'ai pas voulu trop, réfléchir. Je pense que c'est une chose que j'ai faite. C'est-à-dire de réfléchir. Vous voyez, quand je vous disais les trois courants de la lumière, l'architectural, le chronomètre ou l'heure, et puis le troisième, moi c'est celui-là, je n'ai envie de faire plus que celui-là. Alors je fais les deux autres, mais et je pense que c'est une chose dont tu vas te libérer toi-même. Et là, vous êtes, vois, oui. Parce c'est un passage. Certes, jeune, créatrice lumière, donc pour atteindre ce... Alors, le zen. Le zen, je ne sais pas. On ne va pas faire de prosélytisme, mais cet état-là, dans votre processus de création, il faut une certaine pratique. C'est certain. Et effectivement, mais je comprends très bien ce que veut dire Bertrand par là, et je pense que sur certains projets, ça se fait aussi de manière évidente. Je pense qu'effectivement, tu parlais de les deux premiers courants dont tu parlais, l'architectural et le chronologique, peuvent souvent être imposés soit par le texte lui-même, soit par le décor, soit par une idée de mise en scène première. Et finalement, le sensible, ce troisième point, c'est tout ce qui vient se glisser dans ces interstices. Ou alors, ce qu'on décide de mettre au premier plan. Effectivement, peut-être qu'avec mon jeune âge, j'ai encore la timidité de vouloir surfer uniquement sur ce fil-là. Mais effectivement, il est primordial. Je crois, et pour ajouter, je crois aussi que la génération de metteurs en scène et de metteuses en scène avec qui tu travailles aussi sont un peu en devenir aussi, et se sont pas libérés comme on a pu se libérer quand je travaillais avec Ruff. On est la même génération, ça fait 35 ans qu'on fait ça. Il y a aussi un rapport. C'est un métier qui évolue. Je travaille sur des spectacles. Vous les voyez travailler. Est-ce que c'est un métier qui évolue justement avec les nouvelles générations, les nouveaux metteurs en scène? Il évolue aussi techniquement, puisqu'on passe notre appareil, l'appareillage change, on travaille maintenant avec des asservis. Alors attendez, là Gilles, des asservis. Des asservis, c'est des projecteurs qui motorisés.
qu'on pilote du coup depuis le pupitre. Après, la tension est toujours la même, on va dire. Mais la tension. Après, au gaz, c'était non, mais le pareil. métier de metteur en scène, par exemple, Ouais, quand on regarde l'histoire du il y théâtre, a un changement. changé. Il y a, pardon, je vous ai. Moi, je pense qu'il y a un changement aussi dans la lumière elle-même. Ah, il y a des modes. Est-ce qu'il y a des modes, Gilles? Ouais. Oui, mais il y a des modes de Ouais, déco. il y a des modes de décor déco aussi, de type de spectacle. Il y a Voilà, des styles. de jeu, des styles, de voix. il y a dans le décor, on voit bien, il y a la vidéo, Ouais, le une lumière spectacle allemande. vidéo, la vidéo qui prend de la place de plus en plus. Quand Yvon Renaud arrive avec son Tartuffe. Ah, Ah là, ça, je pense que, mais voilà, vous doutiez que j'allais parler vas-y. de cet éclairage tout à fait particulier qui a dû, Magnifique. sans doute, Ouais. je sais pas, vous voulez décrire peut-être l'éclairage est sur le plateau autant que... Pardon. Non, mais C'est embêté, c'était. là, non? Oui, non, mais c'est. Un peu. C'est un peu. Oui, non, c'était. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec. Des néons, il y avait des Yves néons. Vandeuve. Ouais, Est-ce qu'on il y appelle avait ça des des néons néons, il y avait des mercures, il y avait des vapeurs de sodium. Tout ce que vous trouvez dans un parking. Non, mais moi, c'est. Ça, c'est Enfin, par ça, exemple, ça- ça fait partie des... Les metteurs en scène avec qui difficultés, j'ai bien voilà. aimé travailler. Voilà, on a fait quand même 3 pièces ici au Français. 3, oui. Oui. Lui, il arrive avec Il des est- problèmes à régler. Il arrive avec des questions à solutionner. Quand il vous demande d'intégrer l'éclairage de Alors, parking sur un plateau c'est d'un théâtre à c'est l'italien, pas Yves Vandeuve qui fait Non, les lumières. c'est pas lui qui pose c'est- problème. Non, il y a pas, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas de problème. Non, c'est une manière une autre différente, je trouve. Oui, effectivement, il y a beaucoup de sodium. Oui, Le mais sodium, c'est un travail très intéressant. Même lui, Yann, qui est l'éclairagiste, travaille, même dans sa manière de travailler. Il a une manière de travailler assez particulière. Il découpe le plateau en carrés. Il fait des zones et il fait des groupes. En fait, il parle par groupe. Il parle pas de groupes de projecteurs. Il donne pas des circuits. Il donne des noms de groupes. Et avec son système, il arrive à... alors c'est très technique, hein, j'ai eu du mal à bien tout comprendre comment il travaillait, mais c'était très efficace et très intéressant en fait de voir. Et lui, par rapport aux autres éclairagistes avec qui j'avais travaillé, il avait une méthode que je ne connaissais pas en fait, et qui est très intéressante en fait, et très efficace. Alors, vous parlez de la lumière allemande. Bah oui, enfin, c'est péjoratif, parce que je me moque un peu, mais oui, il y a une vraie différence. Le matériel utilisé est différent, la manière même de l'utiliser. Si je voulais réduire, je dirais que c'est utilitaire pour eux. Ils ne cherchent pas une poésie dans la lumière. Il faut éclairer, c'est une lumière pleine, il faut qu'on voit. Il faut que ça soit cru, il faut que ça soit fort, il faut que ça soit puissant. Et les matériels qu'ils utilisent, qui sont ce que j'ai dit de façon un peu en moquant de l'éclairage de parking, c'est surtout une recherche de puissance. Ils veulent une lumière forte, blanche. Donc il y a cette chose-là. Et c'est un peu l'antithèse de ce que je cherche à faire pour moi. C'est vraiment, moi, c'est juste une chose qui cherche à être fluide, qui cherche à pas forcément se voir. Là, c'est un éclairage. Il y a Il y a un différent, style, mais c'est mais- efficace aussi. Enfin, moi, je trouve. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis pas ça. Je dis Non, que vous êtes en train c'est- d'expliquer qu'il y a expliquer des les styles, en différences, fait. mais comme il y a une lumière anglaise. Ouais. Il y a une lumière anglaise et il y a une lumière américaine. Ouais. Une lumière Je belge. suis pas sûr. Non, Bah, allemande, il y a- Hollande, c'est pareil. Il y a une lumière italienne. Simplicité. Mais ça, la lumière italienne, c'est Schrader. Ouais. C'est la lumière. Vous développez un style, c'est avoir comme ça un style, Bah, c'est quelque chose dont on a à la conscience fois- ou qui se dessine, Non, qui se fabrique. C'est pas en tout cas, c'est pas le but. Enfin, moi, Mais c'est il y a pas une signature à un moment donné, on peut pas on aime le Force même- s'échapper de soi-même. C'est ça, force est de constater qu'on a des couleurs de prédilection. C'est C'est un euphémisme de dire ça. Non, c'est vrai. bien sûr. Mais, et puis des ressorts dramaturgiques sur lesquels on a des facilités à s'appuyer.
Moi, j'ai découvert aussi en travaillant avec Bertrand la manière qu'il avait de construire une conduite qui n'est pas celle que moi j'ai tendance à avoir instinctivement. Et du coup, c'est très intéressant aussi de voir sur quel moment du spectacle où effectivement, sur quoi il va s'appuyer pour permettre un changement lumière qui n'aurait pas forcément été mon premier instinct, mais du coup, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas pensé de la même manière et comment ça m'enrichit de me rendre compte qu'on peut aussi se permettre de le faire comme ça. Et après, moi, on m'a déjà dit en sortant de spectacle, ah bah j'aurais dû me douter que c'était toi qui faisais les lumières, en fait ça se voyait. Alors que je n'avais pas du tout l'impression d'avoir fait des lumières qui ressemblaient à celles d'un autre spectacle éclairé par le passé, parce qu'au final, moi j'essaye quand même d'aller au plus près de ce qu'un metteur en scène pourrait avoir envie. Je me mets au service de son spectacle beaucoup. Donc j'essaye pas d'avoir mon propre style, mais des fois malgré soi... Malgré soi, je crois que ça apparaît quand même. Je pense, moi j'ai vu plusieurs éclairagistes, j'ai l'impression qu'ils ont... Malgré eux, ils ont quand même un style malgré eux. Oui, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais ça... Il y a une façon de travailler qui se répercute à chaque fois dans la création. Mais je pense que, en fait, on pense pendant un moment être à l'abri du style. Enfin, moi, je me suis méfié de ça pendant longtemps en me disant il faut garder un peu cet aspect malléable ou caméléon pour adhérer au projet du metteur en scène. Et en fait, le style, il est là parce que c'est ce que dit Lila, c'est une direction, mettre un projecteur comme ça parce qu'on cherche à faire une nuit, mettre telle gélatine, tel filtre qui nous permet de colorer, d'utiliser une gamme de couleurs. Moi, j'aime les verts. Voilà, j'aime pas les bleus qui ont du rouge. J'aime pas les bleus électriques. Donc, donc c'est sûr que au fil des années, ma gamme de couleurs, mon œil s'est, un peu amélioré. On a pris, le style il se construit comme ça. Mais après, je pense que donc ça c'est le style, le choix des tubes de peinture, on pourrait dire. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le plus important, et la plus grande différence en fait entre nous qui faisons ce métier, c'est pourquoi ça bouge, pourquoi la lumière change, à quel moment ça change, qu'est-ce que ça veut raconter. Ça, c'est le plus important. Pas quelle image on fait. Ou... Par exemple, on va revenir juste 10 secondes sur Galilée. À un moment, dans Galilée, on s'est retrouvé dans une impasse avec Eric. On s'est rendu compte que devant les décors, devant les costumes de Christian qui étaient super et tout ça, on était là, on les entend plus. Mais tout bêtement, on s'est dit avec Eric, on les entend plus. C'est-à-dire ? Et on a fait un emballage. Voilà, le on paquet regarde cadeau et est qu'on n'entend super et on n'entend plus les comédiens. Trop déjà. C'était extrêmement foisonnant. Le gâteau il y avait trop de crème fouettée, trop de chantilly, trop de choses. Et moi, je me souviens, je travaillais à l'Opéra de Vienne et je faisais des allers-retours. Et dans l'avion, en partant, je me suis dit, ah mais c'est ça, il y a trop de chantilly en fait. Et donc je suis revenu 3-4 jours après, et j'avais écrit à Eric, et puis on s'est parlé un tout petit peu à Eric, j'ai dit, je vais enlever, faut enlever, il y a trop de trucs, ça brille trop, c'est trop riche, et on a enlevé, et tu te souviens, on l'a fait, je sais pas, une après-midi, j'ai commencé à démonter un petit peu la lumière, à chercher un peu plus de simplicité, et là tout à coup on s'est dit, ah ça y est, ça marche. Et Eric l'a senti, et après du coup on est reparti dans cette voie-là d'une certaine épure, et de se méfier du mieux, du plus beau, du plus riche. Et ça, c'est une sensation que vous avez, parce que nous, on est vraiment des spectateurs. Nous, on est vraiment dans la salle tout le temps, on les regarde. C'est votre métier. On regarde ça fait partie de votre métier. Et là, la confiance avec le metteur en scène, et le fait qu'on soit des vieux briscards, je vais dire, ça fait que là, on a eu confiance. Lui, enfin tous les deux, nous avons eu confiance d'enlever. Et pas de se dire, non, c'est pas ça le problème. Enlever, ça nécessite justement un peu de... Ouais, je pense, parce qu'il faut beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance, parce que ça veut dire qu'on va faire un peu moins bien, mais si on les entend mieux. Et c'était surtout ramener, le centre, l'essence du théâtre. L'essence du théâtre, c'est quelqu'un qui me raconte une histoire, donc le texte. Et là, on a ramené la chose et ça a recentré tout le spectacle. Et c'était flagrant. Enfin, on l'a fait sur une scène qui était une scène difficile et tout ça. Et c'était flagrant. C'est apparu tout de suite. Ah, ça y est, on les a.
qu'on les a retrouvés. Alors, on arrive presque à la fin, on n'a pas eu le temps de parler de théâtre à la table, mais c'est vrai que c'était une expérience... C'était marrant à faire. Oui, vous aviez commencé avec Bajazet, que vous aviez mis en lumière, qui était au théâtre, déjà au départ, une pièce sur le plateau, mais pensée à la table. Peut-être rapidement ce travail, parce que là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec un metteur en scène, auquel vous ne parlez pas, mais aussi un réalisateur, Clément Gobert, qui est là avec ses caméras, et vos lumières étaient les mêmes. Vous avez fait le même travail d'éclairagiste sur ces 14 théâtres à la table. Alors, Bajazet, c'est un tout petit peu différent. Bajazet, c'était différent, parce que déjà, c'est le premier, et c'était un travail que vous aviez déjà fait pour le plateau. Ouais. Sauf si vous aviez changé l'éclairage. Bajazet, c'est une expérience super, parce qu'on l'a fait comme ça, autour d'une table, et c'est d'où l'idée du théâtre à la table, après qu'il avait envie de développer Eric. Oui, c'était des moyens rudimentaires qu'on mettait en place le jeudi matin. Pour un tournage le vendredi. Pour un tournage le vendredi, ouais. La répétition avait commencé lundi. Voilà, c'est ça. C'était 5 jours. Voilà. C'était super, c'était des moyens très modernes. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça parce qu'à la fois j'ai vu passer tout le français. Hein. Toute la troupe est passée devant moi. J'ai bossé avec 14 personnes différentes, Denis, Marina. 14 directeurs artistiques. Toute la troupe est passée devant nous et on avait 10 projecteurs. Enfin, et il y avait cette chose-là qui était assez marrante vraiment avec des moyens très très limités d'essayer quand même de raconter une chose. Et là, on s'est retrouvés, tu vois, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire du matériel qui évolue, tout ça, ça ne m'intéresse pas moi. Mais même avec 10 projecteurs, on arrive à raconter quelque chose. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pourquoi ça bougeait, qu'est-ce qu'on racontait. On faisait Ruy Blas, on faisait, je ne sais plus, 6 personnages, on faisait des choses comme ça. Et c'était pourquoi ça change. Ça change, il se passe quelque chose. Et c'est toujours se positionner dans... là, il me semble qu'il y a une rupture, il me semble, ou là, il va se passer, ou là, la scène est ombrageuse, ténébreuse, dramatique. Enfin, c'était une aventure. C'était une aventure, oui. Ouais, c'était très sympa. Parce qu'il fallait... En plus, c'était super. Moi, je l'ai fait avec ton équipe, il tournait. J'avais un régisseur qui... C'était très sympa à faire. Parce qu'il y avait une chose qui était assez immédiate. Et là, moi, j'étais vraiment en prise directe avec tes collègues, les électriciens, et on était vraiment... je montais à l'escabeau, eux aussi, on coupait la gélatine, on faisait... Enfin, il y avait un truc... c'était... comme c'était dans une salle qui n'était pas tout à fait équipée pour... Pas vraiment. Pas vraiment. Il a fallu, inventer des choses. On est grand, mais c'était très sympa. Moi, c'était un moment... Vous voyez, en fait, moi, j'ai une relation avec Gilles depuis des années qu'on se connaît, mais j'ai aussi une relation assez proche avec les électriciens que je connais, il y a tout le panel d'âge, ceux qui débutent, qui sont là depuis 15 jours, et puis des gens qui rentrent, et puis des anciens. Et puis des anciens comme nous, comme nous. Qu'on se connaît. Bon. Et heureusement, il y a les forces vives qui arrivent. Oui, j'allais dire heureusement, il y a des lilas qui arrivent. Merci beaucoup. Il est l'heure. Je regarde Zélie qui me regarde. Voilà, merci. Tous les trois, c'était absolument passionnant. Merci à vous qui nous regardez, qui nous suivez. La semaine prochaine, vous retrouverez ma camarade Judith Chêne pour une émission consacrée à la pièce musicale Art majeur de Guillaume Barbeau. Voilà, qui va bientôt commencer au Studio Théâtre. En attendant, très très bonne semaine avec la Comédie Française. Merci à tous les trois. Merci à vous.